Bonjour. La conférence internationale sur le climat s'ouvrira à Paris le 30 novembre prochain. Alors, que doit-il en sortir et surtout que faire si l'on veut contenir le réchauffement du climat en dessous des 2 degrés ? Dans cette perspective, et pour enrichir le débat, Le Monde, en partenariat avec l'Institut Montaigne, a décidé de croiser les points de vue de chefs d'entreprise avec des personnalités du monde politique ou économique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Antoine Frérot, PDG de Veolia, et Jean Tirole, président de l'École d'économie de Toulouse et prix Nobel d'économie 2014. Alors, Jean Tirole, ma première question, elle sera pour vous, très honnêtement, très légitimement, que peut-on attendre de grands-messes comme celle de la COP21 à Paris en novembre prochain ? Personnellement, j'aimerais bien plus d'ambition que ce qui est prévu actuellement. Ce qui est prévu actuellement, c'est d'avoir des promesses par les États. Ces promesses sont encore relativement faibles. On va vers une trajectoire de 3 à 5 degrés. Mais même si les promesses étaient plus ambitieuses, qui nous gardent en dessous de 2 degrés, comme vous l'avez dit, se poserait quand même le problème de est-ce que ces promesses sont crédibles ? Et comment on va mesurer ces promesses ? Est-ce que les États vont vraiment s'y tenir ? Et le passé montre effectivement que les intérêts nationaux priment et que c'est très difficile d'avoir les États en fait qui tiennent leurs promesses. Est-ce que des promesses, ça sera déjà une bonne chose, Antoine Frérot ? Ça sera déjà quelque chose. Mais pour revenir à votre question, c'est vrai qu'on entend souvent les gens dire ces grands-messes, on coupe les cheveux en 4, on coupe les mots en 8, on discute des heures et des nuits pour aboutir à une souris. Je pense que c'est pas tout à fait exact et que ces grandes messes où la communauté internationale se réunit, elles discutent. D'une part, ça permet de sensibiliser les gens. Or, sur le climat, je ne suis pas sûr qu'une grande majorité de gens soit prêt aujourd'hui à consentir des efforts pour des résultats de quand ils seront morts. Donc cette sensibilisation-là, elle n'est pas terminée, me semble-t-il, et les efforts doivent être faits maintenant par notre génération pour ceux qui vont la suivre. Donc il y a encore du travail dessus. Et enfin, même si les États ne viennent qu'avec des engagements unilatéraux, même si, vraisemblablement, ils ne sont pas contraignants, ou peu contraignants, le fait de chercher à les harmoniser, de les additionner, de vérifier ce que ça donne, est un morceau, une étape du processus, qui ne va pas se terminer à Paris. Il y en aura d'autres des étapes. C'est mieux que rien. Est-ce que, tout de même, la crise économique qui est évidemment passée par là, notamment à partir de Copenhague finalement, en 2009, du sommet de Copenhague, est-ce que la crise n'est pas un peu rédhibitoire pour obtenir des engagements crédibles des différents participants ? Le réchauffement climatique est un problème de long terme. Là, on est en train de parler de 60, 80 ans, 100 ans, etc. Donc, on peut évidemment avoir une récession économique, mais enfin, c'est pas le sujet. Là, ça rend les peuples un peu plus égoïstes, bien sûr, vis-à-vis effectivement des générations futures. Enfin, ça change les comportements ça change un peu les comportements, et c'est vrai. Mais, des négociateurs. Mais là, on est en train de perdre du temps. Ça fait déjà 25 ans qu'on discute. Et je crois qu'il va falloir passer à l'action. Et plus on attend, évidemment, plus les coûts augmentent de façon exponentielle. Donc, il va falloir agir à un certain moment. Alors, c'est vrai qu'on n'était pas prêt. Et ça, je reconnais que la tâche des négociateurs est très, très difficile. On n'était pas prêt pour. Mais ça fait quand même depuis 92 qu'on discute de ces sujets. Et il s'agit vraiment maintenant de commencer à agir. Antoine Frérot. Votre question semble laisser penser que la protection de l'environnement et les coûts qu'elle engendre seraient orthogonales avec le développement économique. Et que quand on est en pays, court terme, quand on est en période de base eau, de crise économique, la protection de l'environnement, ça coûte trop cher. Moi, je pense que dans bien des domaines, peut-être pas encore dans le climat, et c'est ça l'enjeu de Paris, dans bien des domaines aujourd'hui, la pollution est le facteur limitant du développement économique. Prenez le cas de la pollution de l'air en Chine. Aujourd'hui, c'est très certainement le principal facteur limitant du développement économique chinois. Parce que c'est un facteur clé de la stabilité politique. Aujourd'hui, la plus grande cause de manifestation en Chine, c'est le problème de pollution. On a connu la même chose dans la politique de l'eau en Europe il y a 50 ans. La pollution de l'eau commençait clairement à obérer le développement économique. Donc il y a des moments, il y a des effets de seuil, et si on peut l'anticiper, c'est mieux, où il n'y a pas de contradiction entre les deux. Il y a obligation de ménager l'un et l'autre.
Ça suppose, bien évidemment, des développements techniques pour trouver des solutions. Mais il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de génération qui peut développer sa croissance contre son environnement et la nature. Alors, justement, qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut faire? Alors, Jean Tirole, vous êtes un ardent défenseur de la théorie dite du marché, c'est-à-dire que, en fait, il faut envoyer un signal au marché, c'est-à-dire donner un prix, un coût, pour que les différents acteurs se positionnent et réellement commencent à réduire, dans le cas présent, les émissions de CO2. Donc, résumé, il faut donner un prix au CO2. Alors, d'abord, est-ce que c'est possible et est-ce que vous pensez que dans ce domaine-là, comme disent vos détracteurs, le marché peut être à la fois le problème et la solution? Alors tout d'abord, le message de l'économiste, ce n'est pas forcément un marché, c'est en fait une responsabilisation par un prix du carbone. C'est-à-dire qu'on veut que les agents économiques fassent face au coût pour la société qu'ils imposent quand ils émettent une tonne de carbone. Donc on a évalué, c'est environ 50 € par tonne, ce qui est bien supérieur à ce qui est fait actuellement dans la plupart des pays, sauf en Suède. Et donc il faut un prix du carbone. Alors après, comment donne-t-on un prix au carbone? Il y a plusieurs méthodes. Et ça, les économistes ne sont pas tous d'accord sur la meilleure méthode, mais je dirais un peu c'est du second ordre par rapport au débat actuel. Donc il y a des économistes qui préconisent un prix du carbone sous forme de taxe carbone, c'est-à-dire qu'on va prélever une taxe de 50 € par tonne qui va monter à 100 € ou quelque chose comme ça. Ou alors on émet des droits d'émission négociables, c'est-à-dire les droits d'émission négociables, on va déterminer combien de carbone on peut émettre pour arriver aux 2 degrés Celsius dont vous parliez, et puis après on va émettre des droits correspondants qui pourront s'échanger. C'est-à-dire que si vous émettez trop, il va vous falloir acheter des droits d'émission. Si vous émettez moins et vous avez plus de droits, vous pouvez les vendre sur le marché. Donc c'est négociable, ça donne une incitation. Et le prix, ça revient au même. Ça revient un peu au même, sauf quand il y a de l'incertitude. Et là, c'est un débat très technique. Et les économistes discutent beaucoup de ça. Est-ce qu'il vaut mieux l'un ou l'autre? Moi, personnellement, je suis favorable aux droits d'émission négociables pour des raisons dans lesquelles on pourrait rentrer, mais ce n'est pas le sujet. Je pense que le sujet, c'est d'avoir un prix du carbone. Alors, je voudrais quand même dire que ce que disait Antoine Frérot tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a résolu pas mal de problèmes, comme la couche d'ozone, et le problème du SO2 et des oxydes de nitrate, les plus acides, en utilisant justement des droits d'émission négociables. Mais est-ce que ce n'est pas quand même utopique par les temps qui courent et compte tenu de l'équation géopolitique que vous mentionniez, de rêver d'un prix mondial du carbone? Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut vraiment lutter contre le réchauffement climatique, il va falloir en arriver là. Donc, je crois que le débat est surtout sur la compensation, en fait. C'est-à-dire que d'un point de vue d'efficacité, on sait qu'il faut un prix du carbone. Encore une fois, il ne faut pas qu'on dépense 1 000 € dans un pays alors qu'on pourrait faire les mêmes économies à 5 €. On pourrait économiser autant, donc ça veut dire qu'on pourrait économiser 200 fois plus de carbone avec le même coût. Donc ça, il faut un prix unique. Après, il faut arriver à ce que les pays développés soient plus généreux et acceptent finalement d'indemniser les pays émergents parce qu'ils veulent financer leur croissance. Donc vous pensez que le prix du carbone, c'est une solution meilleure que la régulation. Si on prend un exemple dont on parle beaucoup en ce moment, qui est celui des automobiles, finalement pour le CO2, c'est la puissance publique qui a fixé tout simplement des normes, avec des paliers en disant, ben voilà, vous devez consommer moins à telle date, moins à telle date. Bon, on a vu qu'il y avait quelques petits dérapages en ce moment, mais est-ce que ça existe, est-ce qu'il y a toujours ce débat finalement entre la norme d'un côté et puis le mécanisme de marché de l'autre? Alors, les économistes ne sont pas contre les normes, en particulier dans le cas où ça touche des consommateurs qui ne sont pas très bien informés, par exemple, ou qui ont des contraintes budgétaires. On peut imaginer qu'il y ait des normes d'isolation, des normes de pollution d'automobile. Ce qui est important quand on fait des normes, et là on ne le fait pas toujours, c'est d'essayer de chiffrer à combien revient la tonne de carbone économisée. C'est-à-dire que si on fait une norme qui est impossible à mettre en œuvre et qui coûte de nouveau 1 000 € la tonne pour économiser une tonne de carbone, c'est désastreux. Donc il faut chiffrer. Donc les économistes ne sont pas du tout contre les normes, ça peut être un excellent instrument, mais par contre il faut faire attention à ce que ces normes soient en cohérence avec les autres actions qu'on fait. Il faut que l'action publique soit cohérente. Et donc il ne faut pas que d'une part l'État demande 5 € la tonne comme il le fait actuellement, et puis d'autre part impose des normes qui vont imposer aux entreprises des coûts de 1 000 € la tonne.
Antoine Frérot? Bon, tout d'abord, la norme ne règle pas tout. Elle pourrait dire aujourd'hui, nous interdisons l'utilisation des hydrocarbures. Ceci est illusoire. Il y a trop de demandes d'un certain nombre de peuples qui souhaitent davantage de développement, davantage de confort. L'augmentation de la population va pousser dans ce sens-là pour imaginer qu'on pourra interdire l'utilisation d'hydrocarbures. Donc en l'occurrence, la norme n'est pas applicable. On peut mettre un peu de normes, mais il faudra d'autres mécanismes pour éviter les pollutions, car sinon ça sera un coup d'épée dans l'eau. Alors ça tombe bien parce que Veolia est évidemment très active dans le domaine des déchets. Vous gérez des décharges, des usines de recyclage, d'incinération et autres. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que un prix du carbone à 50 € et vous lancez votre entreprise entièrement dans le business de l'économie circulaire. Alors, bon, la raison de Veolia, c'est de traiter les pollutions et de donner accès aux ressources. Donc, naturellement, notre métier, c'est déjà de traiter les pollutions. C'est ce qu'on fait pour d'autres pollutions. C'est sûr qu'avec mais pas la pollution climatique. C'est une pollution, et c'est une pollution difficile à traiter. C'est donc au cœur de notre savoir-faire. Donc Veolia est un peu particulier, parce que c'est son métier. Bon. Mais effectivement, avec de telles ressources dans le système économique, nous pensons que nous et nos confrères et tous les autres acteurs auraient les moyens d'abattre une grande partie des émissions. À 50 € la tonne, on abattra une très grande partie, on résoudra le problème. Bon. À partir de solutions techniques, comme les nôtres, et puis il y a d'autres solutions. Il y a beaucoup de gens qui ont d'autres solutions, des spécialistes de l'habitat qui savent également considérablement rendre les maisons mieux isolées. L'efficacité énergétique concerne beaucoup d'acteurs économiques et pas seulement les entreprises comme Veolia pour émettre moins. Bon. Bien sûr, ça fera également du business pour les spécialistes de la dépollution. Bon. Un tel signal économique accélérera considérablement la dépollution. Si on n'avait jamais taxé la pollution de l'eau, il y avait à l'époque, avant qu'on la taxe, 3 sortes de poissons dans la Seine à Paris l'été. Plus que 3 sortes. Il y en avait 70 sortes avant la révolution industrielle. Il y en a aujourd'hui 43 sortes. On n'a pas tout recouvert, on n'a pas tout récupéré. Mais en 50 ans, on a considérablement amélioré les choses. Ce même mécanisme doit permettre d'y arriver avec des choses d'abord les plus simples au départ, et puis les choses les plus compliquées, et notamment l'économie circulaire, qui va aller jusqu'à pas seulement changer le mode de fabrication des produits, mais qui va sans doute aller jusqu'à changer l'usage des produits, les business models. Un de nos grands clients qui fabrique de la moquette, qui était un gros producteur de moquettes aujourd'hui, a changé son business model. Ils ne vendent plus de moquettes. Il loue un service de moquette auprès de ses clients. Il vient lui-même, tous les 4 ans, l'enlever, en mettre une nouvelle, et avec celle qu'il a enlevée, en refaire une nouvelle. Il a lui-même intégré dans ses process et dans son mode de commercialisation cette idée de chercher à utiliser au maximum la matière. Le fait que les constructeurs automobiles se lancent de plus en plus, non plus dans la vente d'automobiles, mais dans un service de mise à disposition d'automobiles au bon moment auprès de leurs clients avec différentes sortes d'automobiles, c'est exactement le même processus. Et donc ça peut impacter largement la manière de fonctionner de l'économie entre les usagers de cette économie et ses acteurs. Alors Jean Tirole, vous y croyez, vous, aux sirènes de l'économie circulaire ? Alors d'abord, je vais rebondir sur ces propos. Je suis d'accord, c'est qu'on peut avoir des gisements finalement d'économie de carbone qui sont à coût relativement faible. Je prends un autre exemple. Engie donc a fermé 3 centrales à gaz, je crois, simplement parce que le prix du carbone est si bas en Europe que le charbon polonais et allemand est plus compétitif. Bon, si le charbon polonais et allemand payer un prix du carbone, on aurait utilisé ces centrales à gaz qui polluent 2 fois moins quand même que le charbon. C'est quand même considérable. Donc le prix de l'électricité est remonté un tout petit peu, mais c'est pas énorme. On aurait rendu ces centrales à gaz qui sont plus rentables d'une certaine manière. Donc c'est vraiment important. Alors pour l'économie circulaire, je dirais oui, la gestion des déchets, il faut. Si ça économise du carbone, le jour où il y aura un prix du carbone qui sera décent, ça donnera à des entreprises comme Veolia l'incitation à en faire plus. Très concrètement, pour qu'on comprenne,
Comment on fait pour donner un signal prix? Alors pour donner un signal prix, donc il faut, prenons dans le cas de l'électricité, ce qu'il faut faire évidemment, c'est dire, une centrale à charbon va émettre tant, donc on doit payer 50 € par tonne émise. Donc ça, c'est l'État qui détermine. Alors c'est au niveau, ça doit se faire au niveau mondial, c'est très 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 important parce que on ne peut pas le faire au niveau des États parce que déjà c'est ce qui se passe actuellement, puisque actuellement c'est les États qui le font et on sait qu'ils vont le faire à un niveau beaucoup trop bas parce que c'est pas dans leur intérêt. C'est un problème de bien public, c'est-à-dire que quand on fait un effort, on supporte 100% du coût et on a peut-être au maximum 1% du bénéfice. Ça dépend du pays, mais c'est tout petit. Quand c'est la Suède, évidemment, le bénéfice plus limité. Plus limité et en plus, c'est le réchauffement climatique, c'est pas vraiment un sujet pour la Suède dans le court terme. Donc effectivement, la Suède est remarquable qu'elle impose un prix du CO2 élevé, alors que finalement, c'est pas dans son intérêt. Donc à quel niveau? Un prix mondial. On peut en parler. On peut en parler. Mais en tout cas, ce qui est très important, et en plus, quand un État met un prix du carbone élevé, ce qui se passe, c'est que la production tend à migrer vers des États qui ne mettent pas du prix du carbone. Donc des délocalisations écologiques. Délocalisation, voilà, il y a ce qu'on appelle des fuites. Et donc, la seule solution, c'est de trouver une solution globale au niveau mondial. Et qui peut gérer ça? L'ONU? Alors, on en revient à la négociation internationale. C'est-à-dire que, oui, il faut un accord international, au moins, comme on le disait, parmi les grands pollueurs actuels et à venir. Et cet accord international qui soit un vrai traité, pas des promesses. Alors, on arrive vers la fin de cette session. Je voulais juste vous poser une question à tous les deux, une question de journaliste, évidemment. S'il y avait une seule chose à obtenir de cette réunion de la COP21 à Paris, qu'est-ce que ça devrait être? Un coût du carbone à un niveau robuste, donc autour des 50, sur une échelle la plus large possible d'émissions de pollution, c'est-à-dire il faut couvrir au moins 75% des émissions. Le même coût robuste pour des acteurs qui aujourd'hui contribuent à 65% des émissions, je crois qu'on aurait gagné. Si on arrive à ça et qu'on le met en œuvre derrière, je pense qu'on gagnera le combat. Jean Tirole. Oui, je suis assez d'accord avec Antoine. On peut avoir des ambitions relativement limitées pour ce qui va se passer à Paris, bien sûr, mais déjà, si on obtenait ce genre d'accord, avec évidemment une vérifiabilité, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des systèmes satellitaires et autres indépendants qui mesurent la pollution, essayer de mettre vraiment un traité, c'est-à-dire pas seulement des promesses, mais vraiment un traité, ça serait assez remarquable. Un traité et qui parle d'un prix. Et qui parle d'un prix si possible unique. Et puis voilà, il faudrait qu'on ait aussi un processus de négociation, c'est-à-dire que les principes de gouvernance et les principes d'un prix du carbone soient acceptés par tous. Et après, on n'aura pas le temps de négocier tout ça à Paris, c'est pas possible. Donc après, il faudrait décider d'un processus de gouvernance pour la négociation future. Et à mon avis, la question principale à ce moment-là devient celle de la compensation. Et c'est une question extrêmement difficile, mais on doit passer par là. La solution passera toujours par là. Donc il faut avoir un processus pour la négociation de la compensation entre pays pour cet accord climatique. Eh bien, la route est tracée. Merci à tous les deux. Merci.